Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons donc commencer cette session qui émane du groupe de travail Femmes et Poumons, qui va donc traiter de l'asthme au cours de la vie d'une femme. Le groupe de travail Femmes et Poumons a sa réunion demain, je crois, à 18h, donc, ou 18h30. Donc, si vous voulez venir, vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Je vous propose qu'on commence tout de suite par la première intervention du professeur Chantal Raérisson sur les trajectoires respiratoires au cours de la vie, une différence selon le sexe. Très bien, merci Cécilia. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci au Conseil scientifique de m'avoir demandé de vous parler de ce sujet. Donc, nous, on va parler dans un premier temps des trajectoires respiratoires au cours de la vie. Est-ce qu'il y a une différence selon qu'on est un homme ou une femme ? Donc, je n'ai pas de déclaration de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors, tout d'abord, vous connaissez cette courbe, je pense, à la droite de la diapositive. Cette courbe, elle figure dans les recommandations internationales du GOLD. Et finalement, beaucoup de travaux se sont appuyés sur cette courbe pour décrire finalement la croissance de l'appareil respiratoire, la phase en plateau et le déclin. Et en fait, avant de regarder les différences entre les hommes et les femmes, je voulais juste vous rappeler de qui il s'agissait. En fait, cette courbe, elle a été issue d'un essai randomisé qui s'appelle l'essai randomisé CAMPT, qui a eu lieu donc dans les années Alors, cette étude a commencé dans les années 93-95. Été publié dans le New England Journal of Medicine en 2016. Et au départ, tous les sujets sont des sujets asthmatiques, légers à modérés. L'objectif de l'étude à l'époque, de l'essai randomisé, était de montrer s'il y avait un impact, une différence entre le nédochromyle et le budésonide chez ces asthmatiques. Et puis, il y avait un troisième bras qui était un bras placebo. Cet essai randomisé a intégré des enfants âgés de 5 à 12 ans. C'était une étude américaine. Et au départ, il y avait plus de 1000 enfants qui ont été inclus. Ils ont été suivis pendant 4 ans dans cet essai randomisé, et puis ensuite pendant 13 ans dans le cadre d'un suivi observationnel. Et en moyenne, ce sont des enfants qui ont eu 24 EFR, donc on dispose quand même de points répétés sur la notion de trajectoire respiratoire. Et ils ont été les premiers à décrire finalement ces 4 profils dont on a longuement parlé, que vous avez retrouvés dans les congrès, avec sur la courbe du haut, finalement, la croissance pulmonaire normale. Et puis ensuite, des sujets qui avaient une croissance normale et un déclin précoce. Et puis également 2 autres groupes d'individus qui avaient un ralentissement de la croissance pulmonaire et puis ensuite un déclin normal, physiologique et un déclin accéléré. Et dans le cadre de ce suivi, ils ont été un des premiers à montrer que finalement les sujets qui étaient à l'âge adulte, qui avaient environ une trentaine d'années finalement, et qui avaient une BPCO, correspondaient à ces 2 derniers profils d'asthmatiques, des personnes qui avaient donc un ralentissement de la croissance pulmonaire, quel que soit le déclin. Alors, ce qui est intéressant dans leur approche, c'est qu'ils ont validé vraiment la trajectoire respiratoire par rapport à une population témoin, une population générale, qui est l'étude américaine NH3. Et vous voyez qu'ils l'ont validé à la fois pour la croissance normale, la réduction de la croissance. Les 4 profils ont été comparés et validés par rapport à la population générale. Et lorsqu'ils ont regardé finalement s'il y avait des différences, alors c'était pas leur objectif principal, mais ça fait partie de la description. Donc vous avez ici les 4 profils. En moyenne, on voit que dans le profil pour lequel il va y avoir une réduction de la croissance pulmonaire, il va y avoir une majorité de garçons et donc bien moins de filles. Et ce résultat restera significatif avec prise en compte des autres facteurs, sans que l'on ait pour l'instant d'éléments vraiment d'explication sur ce qui fait que dans ce profil-là, il y a une majorité de garçons. On y reviendra un petit peu plus tard sur le résultat d'autres études. Mais dans les autres profils, en tout cas, pas de différence significative selon le sexe. C'était relativement équilibré, autant de filles que de garçons. Alors ensuite, quand on regarde un peu plus tard la notion de trajectoire, vous avez des publications qui vont porter sur des trajectoires par maladie bien déterminées. Donc tout à l'heure, on a vu les trajectoires à partir d'enfants asthmatiques. Et dans cette étude qui a été publiée récemment dans l'ERJ, ils ont regardé les trajectoires chez des personnes qui avaient un asthme sévère.
Donc, on est chez les adultes âgés de plus de 18 ans avec un certain nombre de critères concernant les remboursements de médicaments. Vous voyez qu'au départ, ils partent quand même d'une population très importante. Ils vont en exclure énormément. Ils vont garder finalement plus de 160 000 personnes qui sont asthmatiques en 2018. Et puis, avec un certain nombre de critères qui correspondent peu ou prou à la définition de l'asthme sévère aujourd'hui, ils vont avoir une population de 4 500 personnes où ils vont décrire des profils évolutifs sur plusieurs années, en particulier sur 3 ans. Mais vous voyez que là, la notion de trajectoire, elle est quand même plus courte. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décrit on va dire des groupes d'évolution d'asthme sévère qui sont un peu différentes. Ceux qui ont vraiment la sévérité qui est stable, ceux qui ont finalement débuté d'emblée par un asthme sévère, et puis ceux qui ont eu des critères de sévérité à un moment donné et plus du tout dans le suivi, et puis ceux qui vont avoir d'emblée vraiment un asthme sévère avec des critères de recours aux soins, d'hospitalisation, de recours aux urgences et de poids de traitement. Voilà. Et donc, ils vont regarder, et là on est encore sur un suivi qui est court par rapport à la première étude que je vous ai montrée, suivi de 3 ans, mais eux, globalement, dans cette population identifiée asthmatique sévère, vous voyez ici qu'il n'y a pas du tout de différence. On a toujours le même profil, la même proportion de femmes, ce qui correspond à finalement la prévalence de la femme chez les patients asthmatiques sévères qu'on retrouve également dans d'autres études, mais on est sur un suivi qui est quand même relativement court, même si les auteurs parlent de trajectoire. Alors, ensuite, il y a peut-être une cohorte dont vous avez entendu parler, qui est en tout cas aujourd'hui une des cohortes les plus anciennes au monde, qui est la cohorte de Tasmanie, qui est une cohorte en population générale. Ça a été publié dans le Lancet Respiratory Medicine en 2018. Donc, ils ont inclus des personnes qui étaient nées en 61. Ils ont commencé l'étude en 68, donc ils avaient 7 ans. Et ils ont suivi ces personnes pendant 46 ans. Donc, finalement, les personnes avaient en moyenne 53 ans lors du suivi. Au départ, j'attire juste votre attention sur le fait qu'il y avait environ 8 500 personnes incluses dans la cohorte initiale. Et au bout de 46 ans, ils n'en ont plus que 28%. Bon, voilà, mais c'est très difficile de faire ce type d'études, mais il faut quand même avoir ça en tête. Et ils ont pu décrire ces trajectoires que vous avez à la gauche de l'écran, avec en particulier des individus ici qui ont une fonction respiratoire qui va rester basse tout le long de leur vie. Ensuite, des individus qui vont avoir une fonction respiratoire qui est inférieure à la normale, et puis certains qui vont décliner, certains lentement en rouge, et ici certains plus rapidement en bleu. Et puis ensuite, un profil en orange que vous voyez ici, avec des personnes qui ont une fonction respiratoire quand ils sont enfants qui est relativement basse, qui vont compenser avec une croissance pulmonaire qui va être un peu accélérée ici, pour avoir ensuite un déclin qui va être relativement normal. Et enfin, 2 autres profils de personnes qui vont avoir un examen du souffle supérieur à la normale. Et donc, en réalité, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est uniquement les différents hommes-femmes vont concerner uniquement la trajectoire en orange ici, où ils vont montrer qu'il y a une majorité de filles comparativement aux autres trajectoires. Pour rappel, je vous rappelle les résultats principaux de cette cohorte, puisque leur objectif était de voir qui, parmi les personnes qui avaient ces trajectoires, développaient une BPCO à l'âge de 53 ans. Et ceux qui développaient une BPCO à l'âge de 53 ans, sans surprise, étaient ceux qui étaient au niveau de la courbe en bleu, qui avaient donc un point de départ inférieur à la normale et qui avaient un déclin accéléré. Ceux qui avaient la courbe en violette, vous vous souvenez, ceux qui étaient bas tout le long de la vie. Et puis ceux qui étaient en dessous de la normale, qui étaient en rouge. Et en fait, là où il y a une prédominance de filles, ça représente quand même 1%. C'est ce petit profil ici où on va avoir finalement un début qui est bas et un rattrapage de la croissance. Et ils avaient montré donc en plus dans cette étude que ce qui prédisposait à la survenue d'une BPCO à l'âge adulte, c'est ce qu'on sait aujourd'hui maintenant et ce qui a été retrouvé dans un certain nombre de cohortes, c'est finalement le cumul des facteurs de risque, donc les antécédents d'atopie au niveau de la famille, l'asthme parental, les antécédents d'atopie personnelle, le fait d'avoir eu de l'asthme pendant l'enfance, d'avoir également cumulé les problèmes d'infection respiratoire pendant la petite enfance, et puis d'avoir été exposé au tabagisme maternel et également d'avoir débuté un tabagisme actif à l'âge adulte. Alors, dans cette cohorte, excusez-moi, la souris me joue des tours. Dans cette cohorte, au niveau du profil, qui est la courbe en orange que je vous ai montré ici, vous voyez très clairement, il y avait une minorité d'hommes comparativement aux autres profils, donc une majorité de femmes, sans qu'il y ait vraiment d'éléments explicatifs.
Et donc, cette proportion d'individus sur la courbe en orange, elle a été retrouvée dans d'autres études. Vous voyez ici, c'est le rattrapage au niveau de la croissance pulmonaire pour ensuite pouvoir se diviser en fonction du déclin. Alors, plus récemment, donc, on a une autre étude qui a été publiée, qui est une étude suisse, avec Bachmann en premier auteur, où là aussi, on est en population générale, et ils vont suivre des personnes qui ne sont pas donc sélectionnées sur la pathologie pendant une dizaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont séparé les profils fonctionnels en deux, ceux qui développaient une pathologie obstructive et ceux qui développaient une pathologie restrictive. Sur la pathologie obstructive, c'est ce que vous voyez représenté sur cette diapositive avec 3 groupes d'individus. Ceux qui vont avoir un premier groupe qui vont pas décliner, qui vont avoir un VEMS qui est dans la norme. Un deuxième groupe qui démarre avec un VEMS dans la norme, mais là on est vraiment chez des sujets adultes avec un déclin accéléré. Et un troisième groupe, vous voyez d'emblée avec un VEMS qui est bas. Et puis ici ce déclin. Sur les pathologies restrictives, ils ne décrivent que deux profils, un qui va rester au normal et un autre qui va avoir un déclin accéléré. Et ce qui était intéressant dans leur étude, c'est qu'ils ont essayé de corréler ces trajectoires ventilatoires à la mortalité, en montrant ce qui paraît évident maintenant, mais que finalement ceux qui décèdent le plus, ce sont, les individus qui ont un VEMS qui est bas, ici, et puis également ceux qui vont avoir un VEMS qui est haut au départ, mais qui va décliner rapidement, comparativement aux sujets qui vont avoir un VEMS élevé avec un déclin normal physiologique. Au niveau des pathologies non obstructives et restrictives, eux, ils vont montrer 2 profils que je vous ai montrés tout à l'heure avec, sans surprise, ceux qui vont avoir une moins bonne survie seront ceux qui vont décliner rapidement dans le cadre de ces profils. Et ce n'était pas leur objectif parce que les objectifs n'étaient pas de stratifier en fonction du sexe, de façon à montrer de façon différente si ça déclinait pareil chez les hommes et chez les femmes. Mais ce qu'ils ont pu montrer, c'est que ce qui était associé dans les profils obstructifs notamment à un VEMS qui déclinait rapidement, il y avait de façon significative plus d'hommes comparativement aux autres profils. Et ils n'ont rien retrouvé, pas de différence en fonction du sexe pour les profils qui n'étaient pas obstructifs, c'est-à-dire qui étaient restrictifs. Alors, également dans le cadre des cohortes en population générale, donc ici c'est le groupe européen, l'European Community Respiratory Health Survey, qui a inclus des personnes, donc 26 pays européens, ça a commencé dans les années 90, ce sont des personnes qui ont été suivies, maintenant il y a un suivi à plus de 20 ans, mais cette publication concerne le suivi à 10 ans. Et au départ, l'objectif était de regarder qu'est-ce qui prédisait finalement le déclin de la fonction respiratoire sur 10 ans. Les résultats principaux de l'étude, c'était de montrer que finalement, il y avait des facteurs, comme ce que je vous ai montré dans la précédente étude, c'est-à-dire des facteurs de la petite enfance ou des facteurs parentaux. Donc, ce qui influait sur le déclin de la fonction respiratoire sur une dizaine d'années, c'était le fait d'avoir de l'atopie chez les parents, le fait d'avoir de l'asthme chez l'enfant, d'avoir des infections respiratoires basses sévères quand on avait moins de 5 ans, et le fait d'avoir été exposé à du tabagisme maternel. Et ceci comptait autant que le début du tabagisme actif à l'âge adulte. Donc, il fallait les deux qui impactaient sur la survenue, notamment d'une BPCO à l'âge adulte. Et ils ont regardé quand même s'il y avait des différences entre les hommes et les femmes. Et en fait, c'est ce que vous voyez ici en haut à droite. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de différence en termes de déclin. Le déclin était vraiment superposable. Et ce qui était très important sur le déclin, qui était commun aux deux, c'était vraiment le poids de ces différents facteurs que je vous ai cités précédemment. Les auteurs ont ensuite voulu élargir à cette cohorte européenne décidément, avec une autre cohorte des pays nordiques, en particulier en Norvège. Ils ont inclus dans une autre cohorte, et là aussi, je vous ai mis la publication, ils n'ont pas retrouvé de différence entre les hommes et les femmes. Par contre, ce qu'ils ont retrouvé, c'était qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui étaient associés à une dégradation de la fonction respiratoire, qui étaient différents selon qu'on était un homme ou une femme, et en particulier, le tabagisme maternel pendant la grossesse était associé à une perte de la fonction respiratoire uniquement chez les femmes et ne retrouvait pas chez les hommes, et également le fait d'avoir un asthme maternel qui avait un impact sur la fonction respiratoire uniquement chez les femmes et pas chez les hommes.
Alors, plus récemment, dans le cadre de la BPCO, il y a cette publication qui est parue dans PLOS ONE en 2023, où là, vous voyez aussi que les auteurs utilisent la notion de trajectoire sur qu'est-ce qui différencie les patientes BPCO des patients BPCO avant que l'on fasse le diagnostic. Et vous voyez que sur ce diagramme, vous avez donc la proportion de personnes qui sont hospitalisées avant le diagnostic de la BPCO, donc effectivement une proportion beaucoup plus importante d'hospitalisation chez les femmes comparativement aux hommes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repris tout ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire que ces personnes étaient dans le système de soins, qu'est-ce qu'ils avaient comme comorbidité qui est survenue avant. Et ce qu'ils ont rapporté, c'est qu'en fait, on avait des comorbidités qui étaient différentes, des motifs d'hospitalisation qui étaient différentes chez les hommes et les femmes. Donc, ils retrouvaient, par exemple, des femmes qui avaient été hospitalisées pour des problèmes d'infection bactérienne, d'hypothyroïdie, mais également d'insuffisance cardiaque et de problèmes d'insuffisance veineuse, comparativement aux hommes, où vous voyez qu'il y avait des hospitalisations pour tumeurs malignes de la prostate, obésité, hyperlipidémie, problèmes d'alcool ou des problèmes dépressifs. Et les auteurs concluaient en disant, finalement, peut-être que si on repère mieux les comorbidités en amont, ça doit pousser à penser à un diagnostic plus précoce de la BPCO. Donc, tous ces travaux, ça fait déjà quelques années qu'il y a un groupe de travail à l'international mené par Mei-Ling Han, donc avec ici une synthèse publiée dans le Blue Journal en 2018, qui dit que finalement, ça serait vraiment pour répondre à cette question. Donc aujourd'hui, pour conclure, je ne peux pas répondre de façon formelle, vous l'avez vu, sur le fait que est-ce qu'il y a vraiment une différence de trajectoire en fonction des hommes et des femmes. Pourquoi ? Parce que vous voyez que tout dépend ce que l'on appelle trajectoire, d'abord sur la durée du suivi, et également si on s'intéresse à des personnes en population générale, ou si on s'intéresse déjà à des personnes qui ont un diagnostic d'asthme ou de BPCO. Donc tout le monde utilise le terme de trajectoire, mais on voit bien que le vocable derrière est très varié. Et ce qu'il nous manque, et c'est ce que je vous ai montré dans ces études, c'est qu'en fait, il nous faudrait déjà comme objectif principal que ces études montrent clairement une stratification entre les hommes et les femmes, ce qui aujourd'hui est insuffisamment fait, et ce que recommandent ces recommandations en matière de santé respiratoire, c'est-à-dire que toutes les études qui vont porter sur les pathologies respiratoires et les trajectoires devraient inclure de façon systématique une différence entre les hommes et les femmes. En tout cas, le calcul statistique devrait inclure ces différents éléments. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Chantal. Si vous avez des questions, je vous demanderai de vous approcher des micros sans être timide. Donc en fait, globalement, pour l'instant, on n'a pas les données pour pouvoir répondre à la question posée. Non, très honnêtement, je ne pense pas, parce que quand on regarde un peu ce que je vous ai montré, c'est que il y a des différences hommes-femmes sur une des trajectoires, mais il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'explication en fait, de savoir pourquoi est-ce qu'on observe ça. Et dans les études dans lesquelles on observe ces différences, on ne peut pas s'empêcher de penser, est-ce que dans certaines trajectoires, s'il y a une majorité d'hommes, c'est probablement parce que c'est des cohortes aussi un peu historiques, et donc elles tenaient compte du moment sur les habitudes tabagiques, des habitudes professionnelles, voilà. Et donc c'est ça, je pense, qui est un peu la limite d'interprétation. Donc on a l'impression qu'il y a certaines différences, mais vous voyez bien que sur le vocable trajectoire, tout le monde, c'est un mot à la mode qui est important, mais en fonction de la durée de suivi et de la pathologie qu'on va étudier, on voit bien qu'on n'arrive pas quand même à avoir une explication logique mis bout à bout autour de ces publications. Néanmoins, tu peux nous redonner des éléments saillants, parce que, effectivement, comme tu dis, il n'y a peut-être pas une bonne stratification. Je trouve qu'on mélange aussi un petit peu des TVO et des asthmes. Ma première vision très naïve, c'est de dire plutôt finalement qu'il y a un rattrapage plus rapidement chez les enfants-filles qui ont une maladie respiratoire chronique à l'enfant obstructive par rapport aux enfants, et en revanche que peut-être qu'il y a un impact materno-fœtal du comportement de la mère sur uniquement du côté de l'enfant-fille. Ça, oui, c'est ce qu'on retrouve. Oui, voilà. Sur les études de cohorte en population générale, effectivement, c'est ce que ça semble montrer. Voilà, ouais. Et sur parce que c'est très rigolo que cette histoire de mère à fille, il s'avère que ça n'a rien à voir, hein, non. Mais quand même,
les Asiatiques ont énormément de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Ils ont observé de manière très particulière qu'il y avait un excès de risque quand, dans une famille, la mère avait eu un cancer. Et donc, il y a un excès de risque familial qui est transmise par la mère. Et donc, une des hypothèses qui est évoquée, c'est que peut-être que certaines pathologies, il faut regarder l'ADN mitochondrial pour voir s'il n'y a pas des polymorphismes très restreints à la femme liés à ce phénomène-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est exploré actuellement. J'étais très frappé par cette très forte influence de la mère sur la fille, sur un risque cancer du poumon chez les non-fumeurs asiatiques. Oui, c'est effectivement ce qu'on semble retrouver dans l'enquête, enfin pas l'enquête européenne, mais l'extrapolation des publications avec la cohorte nordique, où effectivement l'impact de ce tabagisme maternel, en fait, il apparaît en tout cas de façon significative chez les filles, et puis effectivement l'effet de l'asthme de la mère uniquement, voilà, comparativement aux garçons et avec tous les facteurs confondants. Ça, c'est effectivement ce qui ressort. Donc on pense à ce que tu cites tout à fait sur l'épigénétique, sur ces études effectivement un petit peu anciennes, mais qui avaient montré que effectivement l'impact notamment du statut tabagique de la grand-mère pouvait avoir un effet sur la 3e génération. Donc c'est à ça que l'on pense, mais sans qu'on puisse vraiment le prouver avec l'ADN mitochondrial que tu évoques. Merci Chantal. Est-ce que dans les études, il y a une analyse médico-sociale ou socio-économique, environnementale qui peut être un facteur favorisant dans la trajectoire? Ouais. Alors, c'est une excellente question. On va dire que pas en tant que tel. Et c'est probablement ça qui, à la lumière de nos yeux d'aujourd'hui, avec toutes les questions que ça pose, on se dit que ça manque un peu. On va dire que le statut socio-économique qui souvent est apprécié par la profession des parents, mais on sait aujourd'hui que quand on discute avec les chercheurs en sciences sociales, c'est très réducteur, que ça ne suffit pas. Donc, il est mis dans les modèles en ajustement, mais il n'y a pas de description pour voir s'il y a une variation en fonction du statut socio-économique. En tout cas, y compris dans les appendices, les auteurs ne rapportent pas ça. Alors que c'est effectivement très juste, puisque on a montré dans une cohorte française, qui est la cohorte ELF, l'étude longitudinale française depuis l'enfance, qu'on a démarré en 2011, 18 000 au départ nouveau-nés. On a analysé la santé des mamans, puisqu'il y avait un questionnaire sur les mères, et on a vu qu'en fait, effectivement, on avait un tiers des femmes qui cumulaient les facteurs de risque, qui sont souvent des femmes en situation de précarité, qui vont être plus exposées à la pollution et qui vont cumuler tout le reste. Voilà. Donc, c'est ce que tu dis a été abordé dans d'autres études, mais dans ces études-là, en tout cas, j'ai pas retrouvé ni la notion environnementale au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était très axé sur le tabac. C'est vrai que on aimerait bien aussi avoir d'autres facteurs environnementaux, mais on les a pas. C'est important d'ajuster le genre et le sexe à l'environnement. Oui, tout à fait. Non, mais c'est sûr. Ne serait-ce que par rapport à l'utilisation de certaines choses. On le sait maintenant aujourd'hui, mais c'est le problème un petit peu des cohortes historiques, et je pense que c'est pas du tout une critique, hein, c'est juste pour aider à l'analyse, qui est que quand on démarre ce type de projet, on le fait avec les connaissances du moment, et on voit bien que le suivi longitudinal, il est intéressant parce qu'il y a des enseignements, mais du coup, la connaissance a évolué, et forcément, il y a des choses qui vont manquer à la lumière de tel qu'on conçoit l'environnement aujourd'hui. Notamment les aspects professionnels qui sont très peu aussi étudiés dans ces études. Y a-t-il d'autres questions? Bon, mais Chantal, on va te remercier. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, nous avons le professeur Camille Taillé qui va nous parler de l'impact des variations hormonales au cours de la vie de la femme asthmatique. À toi, Camille. Merci Cécilia, bonjour à tous. Merci au Conseil scientifique de m'avoir invité à parler de ce sujet qui est un sujet récurrent, mais dont on va voir que finalement on n'avance pas énormément sur la connaissance. Je vous ai mis mes liens d'intérêt ici. Donc pourquoi est-ce qu'on parle toujours d'hormones sexuelles quand on veut parler d'asthme au féminin? Parce qu'il y a ces données que vous connaissez qui est
l'apparition de l'asthme au moment de la puberté chez les filles, avec cette courbe qui va croiser la courbe de prévalence chez les petits garçons. Donc effectivement, on se dit c'est curieux cette augmentation de cas chez les filles au moment de la puberté, donc juste au moment où les hormones sexuelles augmentent. Et puis parallèlement, ça diminue un petit peu après avec l'âge, au moment où les hormones diminuent. Donc en fait, c'est vraiment cette courbe qui fait que depuis toujours, on s'intéresse aux hormones sexuelles quand on parle d'asthme de la femme. Alors moi, c'est pas du tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que l'idée n'est pas de traiter est-ce que les hormones sexuelles favorisent le risque d'apparition de l'asthme. On va plutôt parler des variations hormonales, mais c'est pour vous situer un peu le sujet et pourquoi est-ce que on parle d'hormones sexuelles. Alors, bien évidemment, et on a déjà abordé la question avec Chantal, toutes les caractéristiques de l'asthme de la femme ne sont pas liées aux hormones sexuelles, et c'est évidemment très réducteur de réduire ça à des taux d'œstrogène et à des taux de progestérone, ne serait-ce que parce qu'évidemment, qu'est-ce qui différencie les hommes des femmes? Eh bien, beaucoup de choses. L'épigénétique, l'ADN mitochondrial peut-être, mais aussi, on a dit, le statut socio-économique, l'éducation, l'exposition professionnelle, l'exposition environnementale, notamment aux produits ménagers, l'exposition au tabac, etc., etc. Et donc, bien évidemment, c'est extrêmement réducteur de s'en tenir à des taux d'hormones. Alors, néanmoins, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est bien d'hormones et d'hormones sexuelles, et on va s'intéresser à deux périodes de la vie d'une femme où on observe des variations de ces taux hormonaux. Donc, je ne parlerai pas de la puberté, dont je vous ai dit que c'est une période où apparaissent davantage de cas chez les filles, mais on va parler de la période de fertilité où, bien sûr, les femmes sont soumises à ces variations quasiment quotidiennes, extrêmement importantes du taux d'hormones. Vous savez que c'est les hormones sexuelles chez la femme, c'est le seul système qui a des variations aussi importantes au cours de la vie. Et on va parler d'une deuxième période où également les femmes sont exposées à des variations hormonales, qui est la période de ménopause, qui est une période souvent longue, difficile à distinguer sur le plan clinique, et ce qui rend les données de recherche très difficiles, parce qu'il est très difficile de déterminer la date de la périménopause, etc. Mais pendant cette période de périménopause, eh bien non seulement il va y avoir ces variations quotidiennes, mais ces cycles vont devenir irréguliers, et les taux de progestérone et d'œstrogène vont progressivement se réduire. Et donc, ce qu'on va voir, c'est est-ce que ces variations sont capables de modifier le contrôle de la maladie asthmatique. Alors, le deuxième élément de la discussion, c'est que bien évidemment, il y a quand même un rationnel physiopathologique pour s'intéresser aux hormones sexuelles. C'est pas uniquement de l'épidémiologie. Et on sait qu'il existe des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone sur des cellules épithéliales bronchiques, sur le muscle lisse bronchique, sur les éosinophiles, beaucoup de cellules de l'immunité innée, les ILC2, les lymphocytes B, les lymphocytes T expriment ces récepteurs hormonaux. Et vous voyez, puisque dans tous ces petits triangles bleus, parce que effectivement c'est un truc un peu résumé, globalement les œstrogènes ont plutôt un effet pro-inflammatoire, on va dire, et un effet plutôt délétère sur l'asthme, au sens où par exemple sur les cellules épithéliales, ça va augmenter la production de mucus. Ce qui est intéressant, c'est de parler aussi de testostérone, et on va en parler à la fin de ce topo, puisque les femmes aussi ont de la testostérone et pas que des œstrogènes et de la progestérone. Et la testostérone, à l'inverse, a plutôt un effet anti-inflammatoire et un effet de régulation négatif sur l'ensemble de l'inflammation de type TH2. Donc, effectivement, il y a quand même un rationnel pour dire que les hormones sexuelles peuvent être impliquées quelque part dans l'apparition, mais surtout le contrôle de la maladie asthmatique. Alors, c'est quelque chose de plus en plus complexe, parce que, par exemple, on s'est rendu compte récemment que les lymphocytes TH2 donc expriment le récepteur alpha aux œstrogènes dont je viens de vous parler, mais qu'il existe une interrégulation complexe entre le récepteur aux œstrogènes et le récepteur aux glucocorticoïdes, et que, par exemple, les lymphocytes TH2 de femmes asthmatiques sévères, stimulés par les glucocorticoïdes, sont plus actifs que
les lymphocytes Th2 des hommes. Donc, on peut rajouter déjà un élément qui va être un autre élément à prendre en compte, c'est l'exposition aux corticoïdes qui peut moduler cet effet pro-inflammatoire des récepteurs aux œstrogènes. Et donc, vous voyez dans cette étude, eh bien, les femmes asthmatiques sévères avaient plus de lymphocytes Th2 et plus d'éosinophiles, donc plus de maladies inflammatoires. Et donc, potentiellement, c'est lié à cette interaction entre les œstrogènes et les glucocorticoïdes. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Nous, on va essayer de parler de choses un petit peu pratiques. Donc, je vous ai dit, on va s'intéresser à ces périodes où il y a des variations hormonales. Et donc, au quotidien, on va poser la question de est-ce que l'asthme prémenstruel existe ou pas? Et donc, ça, c'est une cohorte suédoise qui donc s'est intéressée à des femmes à différents âges de la vie et puis à regarder de manière le contrôle de la maladie, d'une part ici par les exacerbations, le score de contrôle, mais également par la qualité de vie. Et donc d'emblée, on voit que le fait d'avoir un asthme prémenstruel est associé à une altération de la qualité de vie, également à un mauvais contrôle et un peu plus d'exacerbation. On va parler de la place des contraceptifs, avec toute la difficulté de la définition des contraceptifs au sens général. Est-ce que ça peut influencer le contrôle de l'asthme? Et vous voyez globalement que pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça modifie grand-chose. Et puis ensuite, on va parler des traitements hormonosubstitutifs de la ménopause. Est-ce que ça peut modifier le contrôle de l'asthme à l'âge de la ménopause? Alors, la première chose, quand on parle de cycle menstruel, c'est de savoir est-ce qu'effectivement on peut observer des variations de la fonction respiratoire au cours du cycle. Donc, vous voyez qu'on a des travaux qui sont pas tout à fait récents, avec des petits effectifs, mais vous voyez que sur ce travail, on voit quand même qu'au cours du cycle menstruel, et les femmes asthmatiques et les femmes non asthmatiques ont des variations du VEMS au cours du cycle avec une valeur la plus basse au cours de la phase lutéale. On trouve également une diminution de la DLCO dans les deux groupes, pareil au même moment du cycle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas de variation du taux de NO exhalé chez ces femmes asthmatiques ou ces femmes non asthmatiques. C'était la conclusion de ce travail, laissait supposer que éventuellement ça pourrait être lié à un élément vasculaire. Ça reste aussi flou que ça encore aujourd'hui. Mais néanmoins, on voit des variations de la fonction respiratoire au cours du cycle. Alors, est-ce qu'on peut voir des variations des symptômes respiratoires au cours du cycle? On a ici un travail avec des effectifs qui sont très importants et puis surtout qui sont extrêmement bien faits sur le plan méthodologique, parce que vous imaginez bien que c'est des recherches qui sont compliquées, puisque il faut essayer vraiment de caler les symptômes avec le cycle et avec des dates précises. Et vous voyez ici que les femmes asthmatiques, comparativement aux femmes non asthmatiques, effectivement rapportent des symptômes respiratoires, en l'occurrence et des sifflements, de manière beaucoup plus fréquente d'abord que les femmes non asthmatiques, c'est logique, mais surtout avec des variations importantes, avec 2 pics de symptômes avant l'ovulation et juste au début des règles. Donc c'est cette idée qu'on a que effectivement l'asthme peut varier au cours du cycle menstruel. Eh bien, ça se confirme d'une part sur le plan du VEMS et puis ça peut se voir également sur le plan des symptômes. Ce qui est intéressant également, c'est de regarder toujours en fonction du BMI. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que chez les femmes, la source des œstrogènes, c'est certes les ovaires, mais également le tissu adipeux. Notamment, après la ménopause, une source des œstrogènes devient le tissu adipeux parce qu'il y a l'expression d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Et donc, il faut toujours regarder ça en fonction du BMI. Et vous voyez qu'ici, effectivement, les femmes qui ont un BMI supérieur à 23, elles ont des variations qui sont plus importantes, avec également à nouveau ces pics de symptômes avant l'ovulation et juste après l'ovulation. Donc en fait, on arrive à la question, l'asthme prémenstruel, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Eh bien, on a vu qu'il y avait quand même des éléments pour penser que ça pouvait exister. Après, est-ce que c'est fréquent? Eh bien, vous voyez, la littérature qui n'est pas tout à fait récente nous montre des prévalences qui vont de 11 à 40% des femmes. Et puis, si on regarde ce travail très récent qui vient d'être publié, qui est fait chez des adolescentes américaines de 12 à 18 ans, ça va jusqu'à 75% des adolescentes américaines qui rapportent une aggravation de leur asthme au moment de la période, enfin, juste avant leur règle.
Alors, la vraie difficulté, c'est évidemment toujours de se dire, la période prémenstruelle, c'est une période où il y a beaucoup de symptômes qui sont extrêmement variés. Est-ce que c'est pas juste une vue de l'esprit, de se sentir moins bien? Est-ce que c'est l'asthme ou pas qui vraiment s'aggrave? Bien donc, il y a peu de travaux qui ont essayé d'objectiver ce syndrome, cette variation prémenstruelle. Vous voyez que c'est le meilleur travail que j'ai trouvé date de 2010. Et donc, vous voyez sur cette cohorte, il y a ce qu'on appelle l'asthme prémenstruel subjectif, c'est-à-dire on pose la question est-ce que vous aggravez avant vos règles? Eh bien, vous voyez, c'est 43% des femmes qui répondent oui. Et puis, lorsque on leur fait tenir un carnet des symptômes, en essayant de voir le rapport avec le cycle, et en plus on fait une fonction respiratoire et on considère que le syndrome prémenstruel est objectif quand il y a des variations du VMS, mais vous voyez qu'on tombe quand même à 22% des femmes qui objectivement ont des symptômes et des variations de la fonction respiratoire au cours de leur cycle. Donc vous voyez ici les variations qui sont pas énormes, mais qui sont significatives. Effectivement, vous voyez que chez les femmes qui ont des symptômes et des variations objectivées, vous avez des variations entre les deux phases du cycle que vous ne retrouvez pas chez les autres femmes. Donc c'est une réalité. Après, la prévalence, elle est difficile à évaluer dans les études parce qu'il y a les études qui sont purement déclaratives et des études où on demande d'avoir des confirmations sur le VEMS. Vous avez ici les variations de symptômes. Vous voyez que c'est pas des symptômes complètement subjectifs puisque quand même il y a la toux qui se modifie avant les règles, les sifflements, l'oppression thoracique, la dyspnée qu'on retrouve chez les femmes ici qui ont un syndrome prémenstruel qui est documenté. Alors, d'autres caractéristiques, dans la cohorte du SARP, où on retrouve ici 17% des femmes qui déclarent avoir un syndrome prémenstruel. Ce syndrome prémenstruel, il est plus fréquent, chez les femmes qui ont un asthme sévère, et il est plus fréquent chez les femmes qui ont la polypose, la sinusite ou une intolérance à l'aspirine. Et puis, dans une revue récente, on retrouve ces données, effectivement, une association plus fréquente chez les femmes ayant un asthme sévère avec une atteinte de type polypose. Ça reste descriptif et je n'ai pas d'explication à ça. Quel est le mécanisme? Alors, on a envie de dire, bien sûr, c'est les hormones qui font ça, mais vous voyez dans ce travail ici où on a regardé les taux d'œstradiol et de progestérone chez des femmes qui ont un asthme prémenstruel ou qui n'en ont pas, vous voyez, c'est rigoureusement la même chose et les variations sont les mêmes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'essayer c'est ce travail qui montre que les femmes qui ont un asthme prémenstruel ont davantage de syndrome prémenstruel au sens syndrome œdémateux, prise de poids, sein gonflé, etc., avec une hypothèse que peut-être que finalement ce serait une surcharge vasculaire, et on revient un peu sur l'idée tout à l'heure de cette DLCO qui baisse au moment de la phase juste avant les règles. Est-ce que ce serait pas éventuellement une atteinte, une petite surcharge œdémateuse qui pourrait favoriser l'aggravation des symptômes? Ça reste une hypothèse qui n'a jamais été plus loin que ce travail. Alors après, on a envie de dire, très bien, si l'asthme prémenstruel, ça existe, comment est-ce qu'il faut le traiter? Eh bien, vous voyez qu'il y a très peu d'études, nombre de sujets très faibles. Et donc, on ne peut pas faire de recommandations, mais effectivement, quelques essais rapportés, y compris avec des analogues de GnRH sur un seul cas, qui montrent une amélioration de ce syndrome prémenstruel par des traitements hormonaux. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'il faut en faire? Je pense que ce qui est de bonne guerre, c'est d'interroger toutes les femmes asthmatiques sur la présence d'un asthme prémenstruel, parce que ça peut être impactant en termes de qualité de vie. Si vraiment c'est impactant, eh bien, peut-être qu'on peut discuter une contraception orale, s'il n'y a pas de contre-indication et si on est sûr qu'on a démontré le syndrome prémenstruel. Mais vous voyez que ça reste vraiment un avis d'expert et que ça repose sur pas grand-chose. Augmenter le traitement anti-inflammatoire, on n'a pas tellement envie parce que vous avez vu que le NO ne varie pas avec le cycle, mais peut-être qu'il faut aussi également augmenter les bronchodilatateurs. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation dans tout ça. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que finalement, puisque les variations des hormones sexuelles peuvent influencer le contrôle de l'asthme, est-ce que les contraceptifs hormonaux peuvent modifier le contrôle? Sachant que quand on dit contraceptif, eh ben ça reste très flou, puisque dans les contraceptifs, vous avez des associations œstroprogestatives, vous avez des progestatifs seuls, vous avez des microdosés, des macrodosés, vous avez tout plein de choses. Et donc, est-ce qu'il faut mettre tout ça dans le même sac? C'est pas évident, et souvent, c'est mis dans le même sac. Donc, c'est une première limite. Néanmoins, je voulais vous parler de ce travail parce qu'il est récent et qu'il a quand même inclus un certain nombre de femmes. C'est fait en Grande-Bretagne à partir de registres de médecine générale,
où on a regardé des femmes asthmatiques, la survenue d'exacerbations sévères et en fonction de la prise de traitement contraceptif. Et vous voyez que le fait d'avoir d'avoir utilisé dans sa vie un traitement contraceptif combiné ou d'avoir un traitement en cours au moment de l'étude montre une petite réduction du risque d'exacerbation sévère, donc un élément qui pourrait nous suggérer une amélioration du contrôle en utilisant des contraceptifs oraux combinés qu'on ne retrouve pas avec l'utilisation des progestatifs seuls. Si on regarde ici en fonction du BMI, eh bien on ne voit pas de variation significative en fonction du BMI chez ces femmes en âge de procréer. Alors, il y a d'autres études, vous voyez celle-ci un peu plus ancienne, qui suggèrent également que les contraceptifs pourraient avoir être associés à une amélioration un meilleur contrôle. Vous voyez ici des réductions qui sont plus importantes, et puis qui sont pareilles qui ne dépendent pas, de la durée du traitement. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça ? Je ne vous ai pas montré toutes les études qui existent, mais que globalement, évidemment, il n'y a pas de contre-indication, à proposer une contraception hormonale chez une femme asthmatique si elle le souhaite, et en tout cas, on ne craint pas de dégrader son asthme en lui donnant un traitement hormonal contraceptif. En revanche, chez une asthmatique qui serait mal contrôlée, dire je veux lui donner une contraception pour améliorer son asthme, on n'a pas de données actuellement pour ça et je ne pense pas qu'il faille envisager cela sans données supplémentaires et sans données prospectives. Troisième point, la période de la ménopause, qui là également est une période qui est compliquée à analyser en termes de recherche. Vous avez bien compris, puisque c'est très difficile de dater le début de la ménopause, la périménopause et la ménopause elle-même, que ça dure plusieurs années, avec des taux d'hormones qui vont varier beaucoup, qui sont très irréguliers. Donc c'est une période difficile à analyser. Néanmoins, dans cette même cohorte britannique dont je vous parlais tout à l'heure, de médecine générale, vous voyez ici plus de 31 femmes qui ont été analysées. Et pareil, on a regardé le risque d'exacerbation sévère, donc ce sont des femmes asthmatiques. Et vous voyez que dans cette population-là, l'utilisation de traitements hormonosubstitutifs combinés ou œstrogènes seuls sont là associés à une augmentation du risque d'exacerbation chez ces femmes. Mais vous voyez que c'est plutôt l'avoir utilisé auparavant et pas au moment de l'étude. Si on regarde cette fois également en fonction du BMI, je vous rappelle, c'est très important en période ménopausique, péri- ou post-ménopausique, puisque le tissu adipeux va participer à la fabrication d'œstrogènes, eh bien vous voyez que ce risque d'aggravation, il est plus important chez les femmes qui sont minces par rapport aux femmes qui sont avec un BMI normal ou des femmes qui sont en surpoids. Donc c'est toujours important de pondérer par le poids. Une autre étude faite, vous voyez, au Danemark, là encore sur une cohorte avec beaucoup d'effectifs. On a comparé des femmes qui recevaient un traitement hormonal versus des femmes qui ne recevaient pas de traitement hormonal. Et cette fois-ci, c'est pas les exacerbations qu'on regarde, mais c'est les consommations médicamenteuses. Donc si on regarde la consommation de bronchodilatateurs de courte durée d'action, eh ben, elle n'est pas tellement différente quel que soit le traitement reçu. Et si on regarde la dose de corticoïdes inhalés comme marqueur indirect du contrôle de l'asthme, on ne voit pas de variation significative en fonction du traitement. Si ensuite on regarde en fonction du type de traitement hormonal, parce qu'effectivement le traitement hormonosubstitutif c'est un peu général, il y a peut-être un signal qu'il faudrait bien évidemment évaluer pour dire qu'il y a un effet aggravant des œstrogènes et un effet protecteur des progestatifs utilisés seuls. Bien évidemment, tout ceci doit être confirmé. Néanmoins, si je devais vous dire dans message pratique, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Eh bien, chez une femme ménopausée qui présente un asthme ou en périménopause, qui présente un asthme mal contrôlé, peut-être qu'il faudrait se poser la question de l'introduction d'un traitement hormonal, puisque vous avez vu que peut-être ça pourrait aggraver les symptômes. Et si cette perte de contrôle, elle a été associée de façon temporelle à l'initiation du traitement, on va discuter éventuellement l'arrêt du traitement. Mais là encore, vous voyez, ça fait 4 points d'interrogation sur la même diapo. Donc tout ceci doit être confirmé.
Alors, je vous disais tout à l'heure, on s'intéresse, quand on parle de femmes, aux progestatifs et aux œstrogènes. Peut-être qu'il faudrait regarder les choses différemment. Et je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a un effet anti-inflammatoire parmi les hormones sexuelles? Eh bien, en fait, ce sont les androgènes. Vous avez vu, diminue l'activation des ILC2, les éosinophiles, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque dans ce travail tout récent qui est fait sur la cohorte Ubiopred, vous voyez que ce qui est montré, c'est que les femmes ayant un asthme sévère ont des taux d'androgènes qui sont beaucoup plus bas que les femmes qui n'ont pas d'asthme sévère. Et on retrouve ça pour tous les types d'hormones, la DHEA, l'androsténione ou la testostérone. Donc, c'est descriptif, bien évidemment, mais ça montre que la sévérité est associée à un défaut d'androgène. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait revoir les choses différemment. Pourquoi est-ce que les femmes seraient exposées à l'asthme? C'est peut-être pas parce qu'elles ont de la progestérone et des œstrogènes, mais peut-être parce qu'elles n'ont pas de testostérone, contrairement aux hommes qui pourraient avoir un effet éventuellement protecteur sur la maladie. Et donc, je pense que c'est intéressant de revoir les choses comme ça, à tel point qu'il y a même eu un essai clinique sur l'utilisation de la DHEA en nébulisation. Donc, vous voyez, ça date un petit peu, j'ai pas vu de nouveauté là-dessus. Cet essai était court. Il s'est intéressé uniquement au VEMS et on ne voit pas de variation significative du VEMS, mais néanmoins c'était intéressant justement pour explorer cette hypothèse d'un déficit en androgène à corriger pour améliorer l'asthme. Et puis il y avait des hommes et des femmes et donc peut-être qu'il aurait fallu pouvoir voir les résultats en fonction du sexe. Donc si je résume ce que je vous ai dit, les hormones sexuelles peuvent influencer le contrôle de l'asthme, que ce soit progestatif, œstrogène ou androgène. Et une hypothèse qui est en train d'apparaître maintenant, c'est est-ce que les femmes ne sont pas plus exposées parce qu'elles ont un déficit en androgène de manière constitutive. Bien évidemment, actuellement, vous avez vu qu'on n'a aucune donnée qui est suffisante pour pouvoir faire des recommandations pratiques pour indiquer un traitement chez une femme mal contrôlée ou au contraire contre-indiquer un traitement de ces traitements hormonaux. Et j'ai volontairement mis traitements hormonaux entre guillemets parce que vous avez vu que, bien évidemment, on peut probablement pas mettre dans le même sac des progestatifs seuls, des contraceptifs ostroprogestatifs, des microdosés, etc. Et on a vraiment besoin de regarder ça dans le détail. Et donc, ce dont on manque, c'est des études prospectives pour pouvoir réellement conclure sur la thérapeutique qu'on pourrait proposer à ces femmes. Néanmoins, je voudrais terminer. J'espère que je vous ai convaincu que c'est intéressant de poser la question. Et vous, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous demandez à une femme qui vient pour un asthme mal contrôlé, est-ce qu'elle prend un traitement hormonal ou pas? Mais on ne peut pas voter, donc on n'aura pas la réponse. Merci. Merci Camille. À nouveau, les questions, vous pouvez vous approcher des micros. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question pour les asthmatiques sévères sous biothérapie. Est-ce qu'il y a un moment idéal, justement, par rapport à la période menstruelle pour prendre la biothérapie ? Je ne saurais pas répondre à votre question. C'est intéressant. Spontanément, mais c'est vraiment, je réfléchis spontanément, je dirais que non. Vous avez vu que si on se base uniquement sur le NO, il varie pas en fonction du cycle. Donc, on a l'impression que c'est pas lié à un phénomène inflammatoire, sous réserve de, vous avez vu, petit effectif, etc. Et que donc, comme ça, ce serait pas intéressant spécifiquement de donner la biothérapie au moment où il y a un pic inflammatoire. Mais voilà, c'est réponse sous réserve de peu de données qu'on a là-dessus. Merci. Moi, j'avais une question, Camille. On a une vraie entité qui est l'asthme de la ménopause, qui apparaît au moment de la ménopause. Est-ce que tu as une idée de pourquoi, comment ? Alors justement, j'avais choisi de ne pas parler de ça, mais ça pour le coup, c'est quand même plus documenté qu'effectivement on voit apparaître de l'asthme après, t'inquiète. de la ménopause. Il y a une des questions, c'est est-ce que justement il n'y a pas un rôle des œstrogènes qui viendrait d'autre part que les ovaires? Voilà, ça reste ouvert. Est-ce que le type de ménopause
a probablement un rôle. C'est en fonction de ce que c'était une ménopause naturelle ou une ménopause induite par une chirurgie, par exemple d'une femme qui aurait eu une chirurgie de l'utérus, enfin une hystérectomie avec ovariectomie pour une raison ou pour une autre. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis là, il y a quand même des données qui montrent que le traitement hormonosubstitutif pourrait favoriser l'arrivée de la ménopause. Mais ça reste des choses observationnelles. Et après, pourquoi on n'a pas encore de données très solides. Et puis encore une fois, peut-être qu'il ne faut pas tout résoudre aux hormones. Et puis peut-être qu'effectivement, il y a des modifications autres du mode de vie, etc. La prise de poids qui pourrait intervenir dans ce phénomène. J'ai aussi une question sur VMS, wheezing, et puis tu as dit finalement œdème. Okay. Mais pour moi, il y a un effet très important des hormones progestérone en particulier sur la rétention hydrosodée et l'hyperémie. Donc, pourquoi tu n'en fais pas quand même quelque part quelque chose qui a un lien avec le cycle hormonal, indirectement ou directement? Oui, c'est possible. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas une question de taux d'hormones, mais tout à fait. Après, en plus, de ce que disent les endocrinologues, ils nous disent souvent que quand on regarde un taux d'hormones, ça veut rien dire, et qu'en fait, d'abord parce que ça varie tout le temps, et qu'en fait, il faut sans doute regarder plutôt des ratios œstrogènes sur progestérone, et aussi des ratios œstrogènes sur testostérone, en fait. Donc, c'est sûr que peut-être que ce taux brut sérique, il a pas de valeur. Mais effectivement, la progestérone contribue à cette rétention hydrosodée, et d'ailleurs, quand on donne des contraceptifs, c'est ça qu'on essaie de diminuer. Et donc, si on va dans un petit peu dans le même sens, quand même, le syndrome prémenstruel, je ne sais pas quelle est la physiopathologie, je ne sais pas s'il n'est pas non plus amélioré par les œstroprogestatifs. Si. D'accord. Donc quand même, la contraception orale peut contribuer dans un certain nombre de cas à améliorer un certain nombre de symptômes liés à l'asthme, en particulier prémenstruel, non ? C'est possible. Non, mais d'ailleurs, c'est pour ça que on n'a pas de démonstration pour dire que ça marche. Enfin, parce qu'il n'y a pas d'étude en fait qui a été faite. Mais je pense qu'effectivement, ça vaut le coup de le faire si une femme a vraiment des variations prémenstruelles, de le faire. D'ailleurs, dans l'étude américaine dont je vous parlais, où il relevait jusqu'à 75% d'asthme prémenstruel chez les adolescentes, c'était intimement lié à un score de syndrome prémenstruel et d'autres symptômes associés. D'autres questions ? Bon, Camille, on te remercie. Merci. Et donc, j'appelle le docteur Coulme-Bénédicte pour nous parler de grossesse et allaitement. Y a-t-il un risque de toxicité pour l'enfant ? Vous travaillez, je crois, au CRAT. Tout à fait, merci. Donc, je vais effectivement vous parler des risques des traitements de l'asthme durant la grossesse et l'allaitement. Et moi, je travaille au centre de référence sur les agents tératogènes, donc à l'hôpital Trousseau, où on échange de manière quasi quotidienne avec les professionnels de santé à ce sujet, notamment depuis quelques années au sujet des biothérapies de l'asthme, sur lesquelles je vais consacrer une bonne part de mon topo, les médicaments plus conventionnels, leurs risques éventuels, vous les connaissez probablement déjà un peu mieux. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Et avant de parler des risques des médicaments, je trouve que cette diapo est importante, notamment pour revenir sur les bénéfices associés au traitement de l'asthme chez une patiente enceinte. Dans le contexte où le maintien de l'équilibre thérapeutique de sa pathologie, elle va être parfaitement indispensable tout au long de la grossesse, afin évidemment d'éviter les épisodes d'hypoxie aiguë et chronique, pour la santé de la mère évidemment, mais également pour celle du fœtus et de l'enfant. Ce qu'on ne souhaite pas en cours de grossesse, c'est que ces épisodes puissent entraîner, comme vous le savez peut-être, des risques pour la grossesse et le fœtus, notamment plus de menaces d'accouchement prématuré ou de troubles de la croissance fœtale chez des mères qui ont plus d'exacerbation de l'asthme pendant leur grossesse ou une pathologie déséquilibrée. Et donc en conclusion, ça va se traduire par le fait que votre patiente enceinte, elle va devoir être traitée aussi efficacement pendant sa grossesse qu'au préalable. Alors, quand on parle du risque en cours de grossesse, de quoi parle-t-on ? Je vous ai mis ici ce petit graphe. Alors, vous voyez, en abscisse, vous avez le déroulement de la grossesse. 0, c'est la date des dernières règles. 41 semaines d'aménorrhée, le terme prévu de l'accouchement. Et on peut distinguer deux grandes périodes de risque, ce que j'ai appelé la période A,
c'est le rectangle rose, et la période B, le rectangle bleu. La période A, c'est la période qui court sur les 2 premiers mois de grossesse. C'est la période d'organogénèse, là où on retrouve un risque malformatif, c'est-à-dire un risque éventuel de malformation si la mère est exposée à un agent potentiellement tératogène sur cette période-là. Autre chose importante, c'est qu'on n'a jamais 0% de malformation en population générale. On est aux alentours de 2-3% de risque de malformation de base pour toute patiente, qu'elle prenne ou non un traitement. Et à l'inverse, la plus dangereuse des expositions médicamenteuses, c'est jamais 100% de risque malformatif. Pour les médicaments les plus tératogènes actuellement connus, je pense à l'isotrétinoïne par voie orale dans le traitement de l'acné, par exemple, on est autour de 20-25% de risque de malformation. Donc ça, c'est pour la période embryonnaire, la période où existe un risque tératogène, donc jusqu'à 10 semaines d'aménorrhée, les 2 premiers mois de grossesse. Une fois que les organes sont mis en place chez le fœtus, on passe en période de vie fétale, donc de 10 semaines d'aménorrhée jusqu'à la naissance. Et là, la question d'un risque malformatif, on va d'emblée l'écarter. On va par contre s'interroger sur un éventuel retentissement du traitement pris par la mère, un retentissement fonctionnel chez le fœtus ou des effets pharmacologiques. En clinique, ça peut se traduire par exemple par une diminution des mouvements actifs fœtaux, des retentissements sur la croissance, des variations du liquide amniotique. Ça, c'est des choses qui peuvent être décrites très facilement en clinique. Et enfin, chez le nouveau-né, lorsqu'on a un médicament qui passe le placenta, ce qu'on peut observer, c'est une imprégnation pharmacologique, et les symptômes qu'on va retrouver en période néonatale, c'est ceux qu'on retrouve également et ceux qui sont attendus chez sa mère. Donc, pour les risques des antiasthmatiques, je vais vous parler tout d'abord des traitements que je vais appeler conventionnels, et puis je passerai un petit peu plus de temps sur les biothérapies. Alors, concernant les corticoïdes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils peuvent tous être utilisés en cours de grossesse, et ça, quel que soit le terme et quelle que soit la voie d'administration. Donc, les corticoïdes inhalés, bien sûr, mais également les corticoïdes par voie générale, s'ils sont nécessaires à l'équilibre de l'asthme de votre patiente. Quand on regarde qu'est-ce qu'on a comme données dans la littérature sur les expositions aux corticoïdes en cours de grossesse, concernant les expositions au premier trimestre, donc l'aspect malformatif, il n'y a pas d'augmentation du risque de malformation. Alors, on a quelques publications sur un risque augmenté de fente faciale ou de cardiopathie. C'est des études qui ont d'importantes limites méthodologiques et qui ne permettent pas de retenir ces risques à l'heure actuelle. Donc ça, c'est l'aspect malformatif. Concernant les expositions au deuxième, troisième trimestre de la grossesse, donc l'aspect fœtal et néonatal, pour tout ce qui est corticoïdes inhalés, on ne retrouve rien du tout. Pour ce qui est corticoïdes par voie générale, il y a quelques cas de retard de croissance intra-utérin qui sont évoqués en cas de prise chronique. Alors, c'est des publications qui ne portent pas toutes sur des patientes asthmatiques, donc la part de la pathologie maternelle sous-jacente, elle est parfois non négligeable et parfois pas toujours très bien prise en compte dans les études. Et on a aussi, de manière très exceptionnelle, des cas d'insuffisance surrénalienne aiguë décrits chez les nouveau-nés. Alors, à ma connaissance, jamais dans le cadre de traitement de l'asthme, c'est des nouveau-nés qui avaient bénéficié d'une corticothérapie à visée de maturation pulmonaire, donc, puisque leur mère était en menace d'accouchement prématuré. Donc, en pratique, les corticoïdes par voie inhalée, on ne recommandera pas de surveillance fœtale néonatale particulière, d'autant plus que c'est des médicaments qui ont un passage systémique faible chez la mère. Et passage systémique faible, ça veut dire très faible exposition fœtale aussi. Par voie générale, par contre, si c'est une maman qui est traitée en fin de grossesse, de manière, sur le plan pratique, par précaution, on va pouvoir surveiller la prise de poids de l'enfant, sa diurèse, et proposer une surveillance glycémique dans les premiers jours de vie. Et si possible, préférer la prédnisone, prédnisolone, méthylprédnisolone, qui sont les 3 corticoïdes pour lesquels on a le volume de données le plus important chez la femme enceinte. Donc pour les bêta-2 mimétiques d'action brève, les 2 molécules les mieux connues en termes de volume de données, ce sont le salbutamol et la terbutaline. On a un petit peu moins de données pour le phénotérol. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces données pour ces 3 molécules, elles sont rassurantes sur le plan malformatif et sur le plan fœtal et néonatal. Par ailleurs, ils sont aussi faiblement absorbés après inhalation. Donc, je vous renvoie toujours à la faible exposition fœtale. Donc, pour les bêta-2 mimétiques d'action brève inhalée, pas de surveillance fœtale ou obstétricale spécifique recommandée non plus. Attention, par prudence, toutefois, lors d'administration par voie générale IV sous-cuto-orale en fin de grossesse, ce qu'on peut observer, c'est des troubles fœtaux ou néonataux transitoires, similaires à ceux qu'on peut décrire chez leur mère traitée, d'ailleurs des tachycardies et d'éventuelles perturbations de la glycémie.
Alors pour ceux qui ont une action prolongée maintenant, en première intention, ce qu'on a l'habitude de recommander au CRAT ou de conseiller en tout cas sur la base du volume de données disponibles, en première intention, donc le salmétérol ou le formoterol, donc tout seul ou associé à un corticoïde. On a des données qui sont nombreuses, sans signal particulier concernant un risque malformatif, un effet fœtal, néonatal. Ils ont un passage systémique qui est faible aussi. Et en deuxième intention, on place le phénotérol, l'indacatérol et le vilantérol. Alors en deuxième intention, pourquoi? Parce qu'on on a moins de données, voire pas du tout. Pour autant, on n'a pas non plus de signal particulier. On a des données qui sont rassurantes chez l'animal. Donc ce sont des médicaments qui peuvent tout à fait être utilisés en cas de besoin. Quid de l'ipratropium seul ou associé au phénotérol et le thiotropium? On a peu de données cliniques chez la femme enceinte, mais des données rassurantes chez l'animal. Et on a surtout un recul d'utilisation qui est important pour l'ipratropium, qui est commercialisé depuis près d'une vingtaine d'années. Toujours une faible absorption par voie inhalée. Et donc, on va pouvoir les prescrire si nécessaire. Je vous ai mis de préférence l'ipratropium du fait du recul d'utilisation. Et puis le montelukast, une prescription possible si nécessaire, s'il présente un intérêt thérapeutique, puisqu'on a des données très nombreuses et rassurantes, quel que soit le trimestre de prescription. Alors les biothérapies maintenant, donc ils sont au nombre de 5 pour celles qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché en France dans la prise en charge de l'asthme. Donc on a l'omalizumab, le dupilumab, mépolizumab, le benralizumab et le tezepelumab. Donc ils ont tous le suffixe mab, qui veut dire anticorps monoclonal. Et quand on parle d'anticorps monoclonal en cours de grossesse, il y a quelques éléments intéressants du point de vue du raisonnement. Donc du fait de leur structure, IgG, immunoglobuline, alors qui est plus ou moins complète, ça va avoir un impact sur leur pharmacocinétique, avec un délai, une demi-vie d'élimination plasmatique qui est longue pour l'ensemble de ces médicaments-là. Ça veut dire qu'ils vont persister longtemps dans le plasma maternel après administration. Et cette structure IgG complète aussi signifie qu'on va attendre un passage placentaire en cas d'administration en cours de grossesse. Et je vais revenir sur ce point-là spécifique sur ma diapo d'après. On n'attend pas d'effets génotoxiques non plus de ces médicaments-là. Et vous le verrez sur un tableau récapitulatif que je vais vous présenter. On a des volumes de données qui varient considérablement d'une molécule à l'autre en cours de grossesse et également pour une molécule donnée variable en fonction de la période de la grossesse à laquelle on s'intéresse, premier trimestre ou période de vie fœtale, deuxième ou troisième trimestre. Alors au sujet du passage placentaire des immunoglobulines, donc ce sont des grosses molécules. Alors on a l'habitude de dire que tous les médicaments passent le placenta, sauf les gros poids moléculaires. Les immunoglobulines font exception parce que quand on regarde la structure d'une immunoglobuline, il y a cette petite partie-là qu'on appelle le fragment FC. Et il se trouve que sur le placenta, sur le syncytiotrophoblast, il y a des récepteurs FcRn, donc des récepteurs à ce fragment FC de l'anticorps. Donc il faut venir se fixer sur le récepteur exprimé sur le placenta. Il va y avoir un phénomène d'endocytose et puis un relargage dans la circulation fœtale. Et ce phénomène de passage placentaire pour les immunoglobulines, on considère qu'il est inexistant avant 14 semaines d'aménorrhée. Et à partir de 14 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à la fin du premier trimestre de la grossesse, le passage placentaire va débuter, et cela de manière croissante avec l'âge gestationnel. Et ce qu'on observe à terme, quand on fait des dosages au sang de cordon ou des dosages chez les nouveau-nés, c'est qu'ils vont avoir des concentrations plasmatiques en anticorps, donc en anticorps monoclonal, qui vont être supérieures à celles réalisées chez leur mère. Donc voici le tableau, un tableau récapitulatif de synthèse sur les données à notre disposition à l'heure actuelle sur les différentes thérapeutiques de l'asthme, biothérapie et la grossesse. Donc vous avez ici les noms d'SCI et les noms de spécialité. Ce sont toutes des structures IgG, alors 1, 4 ou 2. Leur demi-vie d'élimination plasmatique, vous voyez qu'elle est longue, elle est en moyenne d'une vingtaine de jours, quelle que soit la thérapeutique. Et quand on raisonne sur risque de médicaments en cours de grossesse, on va d'abord regarder ce qui se passe chez l'animal, puis après quelles données on a en clinique. Donc chez l'animal, je vous ai mis la colonne ici, témoin, ça veut dire que c'est pas tératogène. Donc il n'y en a aucune de ces molécules qui est tératogène, c'est chez le singe, qui est le modèle animal le plus proche de l'homme, sur lequel on a l'habitude d'effectuer en tout cas des tests précliniques pour les anticorps monoclonaux.
Et P+, ça veut dire passage placentaire, ça veut dire que toutes ces biothérapies passent le placenta chez le singe. On regarde aussi en préclinique comment vont les petits animaux qui ont été exposés aux médicaments. Est-ce qu'on observe des signes particuliers chez eux? Rien pour l'omalizumab, le dupilumab, mépolizumab et le tezepelumab. Pour le benralizumab, par contre, ce qui est montré chez les petits singes exposés in utero, c'est une déplétion en polynucléaire éosinophile qui va persister assez longtemps, jusqu'aux 6 mois de vie des petits. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant comme données humaines? Donc, le seul anticorps monoclonal de l'asthme en tout cas, pour lequel on a un passage placentaire qui a été mis en évidence via des études, c'est l'omalizumab. Pour autant, pour toutes les molécules, compte tenu de leur structure, il est attendu. Vous voyez que le mieux connu en termes de volume de données, c'est clairement l'omalizumab. On a un peu plus de 200 grossesses exposées au premier trimestre, la même chose en deuxième partie de grossesse. Et on a des données beaucoup plus parcellaires, voire quasi inexistantes, pour l'ensemble des autres biothérapies. Et à titre informatif, je vous ai mis le volume de données. On a l'habitude, nous, au CRAT, quand on est contacté par un professionnel de santé, d'effectuer le suivi de ces grossesses. On recontacte après la personne qui nous a contactés pour demander des nouvelles de l'issue de la grossesse. Et vous voyez que pour certaines biothérapies, on a des effectifs qui sont nettement contributifs par rapport à ceux de la littérature. Quoi qu'il en soit, parmi l'ensemble de nos données, on ne met pas en évidence de signal particulier concernant un effet malformatif ou un effet phétotoxique. Pour ceux qui s'étonneraient ici de mes deux cas de malformation pour les patientes exposées au dupilumab, pour l'une d'entre elles, clairement, le rôle de la biothérapie, le rôle du dupilumab peut être exclu parce que le traitement a été débuté à la fin de l'organogénèse cardiaque et qu'il s'agissait d'une tétralogie de Fallot. Et pour l'autre, le rôle du dupilumab est difficile à étudier et à retenir en tout cas parce que c'était une patiente qui était également traitée par upadacitinib. Donc, en pratique, pour vos patientes traitées par biothérapie, je vais vous parler du désir de grossesse et après de la prise en charge pendant la grossesse. Une patiente traitée qui veut une grossesse, qu'est-ce qu'on fait? Déjà une consultation préconceptionnelle, comme pour toute patiente qui a une pathologie chronique, pour faire le point sur la pathologie et son traitement. On se pose la question de savoir s'il y a une alternative thérapeutique aussi satisfaisante. Est-ce qu'on va pouvoir arrêter ou non ce traitement-là? Et si l'arrêt de la biothérapie est impossible, parce qu'on sait que ça va compromettre gravement l'équilibre de l'asthme de la patiente, on va pouvoir envisager de la poursuivre jusqu'au diagnostic de grossesse. Même pour les biothérapies pour lesquelles on a un volume de données qui n'est pas encore très important, on n'est pas inquiet au regard d'un risque malformatif, d'autant plus que je vous rappelle, on n'attend pas de passage placentaire en période d'organogénèse, c'est-à-dire les 10 premières semaines d'aménorrhée. Ce passage placentaire ne va débuter qu'à la fin du premier trimestre, donc vers 14 semaines d'aménorrhée. Et une fois qu'elle est enceinte, donc là aussi, on va pouvoir poursuivre la biothérapie, quelle que soit la molécule, s'il n'y a pas d'alternative mieux connue et tout aussi satisfaisante. Au premier trimestre, je vous renvoie à ce que je viens de dire, on ne sera pas inquiet concernant un risque malformatif. Au deuxième et troisième trimestre de la grossesse, on attend par contre une exposition fœtale à partir de 14 semaines d'aménorrhée et qui va augmenter progressivement avec la gestationnelle. Ce qu'on préconise de faire, c'est d'informer l'équipe de la maternité pour qu'elle garde en tête ce traitement maternel-là. Pour la surveillance du nouveau-né, on a peu d'éléments spécifiques à proposer. Peut-être une NUM pour le benralizumab chez les nouveau-nés, du fait de cette déplétion en polynucléaire éosinophile mise en évidence. Après, ce qu'on peut garder en tête, c'est en cas de survenue de symptômes chez le nouveau-né qu'on n'arrive pas à relier à une étiologie de cause connue, garder en tête qu'il y a ce médicament-là auquel il a été exposé in utero et voir si les symptômes peuvent être compatibles avec, par exemple, le profil d'effet indésirable du médicament. Alors, je vous ai mis suspension au cours du 3e trimestre pour limiter l'imprégnation néonatale. Je ne sais pas bien, ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez ou pas. Pour une patiente pour laquelle on n'a pas pu arrêter le traitement en début de grossesse, je ne sais pas bien si une suspension va être possible en fin de grossesse, mais c'est une question qu'on peut se poser. Alors, au cours du 3e trimestre, en tout cas, dans un délai suffisamment long pour que la mère élimine le médicament de son plasma pour que l'enfant ne soit pas imprégné à la naissance. Donc, en conclusion, vous voyez qu'on a globalement peu de données encore, même si ça avance sur les biothérapies de l'asthme. Donc, c'est important, si vous le pouvez, de signaler les patientes traitées qui débutent une grossesse. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce moment-là, dès qu'elles débutent une grossesse. Et puis, pour l'allaitement,
J'ai volontairement fait le choix de ne pas vous en parler ici, puisque voilà, faute de temps. Retenez que pour les traitements conventionnels hors biothérapie, leur utilisation elle est possible ou envisageable selon le volume de données chez la femme qui allaite. Et puis pour les biothérapies, on a extrêmement peu de données. Et là, c'est une évaluation vraiment au cas par cas. Donc je vous invite aussi à nous contacter au CRET si vous avez une patiente qui souhaite allaiter et qui peut le plus, peut le moins, nous contacter lorsqu'elle est enceinte afin d'anticiper l'allaitement et qu'il y ait des discussions possibles avec la patiente avant qu'elle accouche. Voilà, je vous remercie. Merci bien pour votre intervention. Comme toujours, les questions, c'est derrière le micro. En pratique, je pense que il y a une sous-évaluation du nombre de patientes qui ont mené à bien des grossesses sous biothérapie. On ne pourrait pas essayer de lancer une enquête ou quelque chose pour savoir a posteriori, en fait, déjà. Sur le nombre de patientes enceintes traitées par biothérapie? Et puis surtout, savoir comment ça s'est passé. Oui, alors nous, on les sous-estime très clairement au CRAT. On n'a pas, on n'a pas vocation, en tout cas, à avoir des données représentatives. Ce qu'il faudrait faire, oui, c'est probablement peut-être des études à partir du SNDS, donc à partir des données de remboursement, ce qui nous permettrait d'avoir de gagner en puissance, en tout cas statistique, d'avoir des effectifs de patientes considérables, avec d'une part un descriptif, donc savoir combien de patientes sont traitées, et puis aussi étudier les issues de grossesse. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre présentation. Frédéric Le Guillou, je suis pneumologue, allergologue. Une question subsidiaire parce que vous ne l'avez pas abordée. Les antihistaminiques et la grossesse, est-ce qu'il y a des différences entre le premier trimestre, deuxième, troisième trimestre avec certaines molécules? Avant, on en parlait, mais est-ce que vous pouvez dire clairement une réponse? Merci. Non, il n'y a pas vraiment de différence. Tous les antihistaminiques, alors les mieux connus, ça va peut-être être la cétérisine, l'évocétérisine. Moi, ce que je ne sais pas, c'est dans quelle mesure ils sont substituables l'un ou l'autre chez une patiente donnée. En tout cas, à posologie usuelle, aucun souci que ce soit du premier trimestre ou du deuxième, troisième trimestre. Et si jamais il faut doubler, tripler, quadrupler la dose, notamment chez certaines patientes qui ont un terrain allergique, il n'y a pas de problème non plus. Des sensibilisations grossesse? Pareil, aucun souci. Ce qu'on va déconseiller par contre, c'est de débuter une désensibilisation chez une femme enceinte. Si elle est déjà en traitement d'entretien, il va pouvoir être poursuivi. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous nous avez montré les données du CRAT, mais il y a aussi beaucoup d'autres données dans la littérature, notamment avec les biothérapies les plus anciennes. Est-ce que vous pouvez commenter ces données publiées? Sur ce tableau récap? Donc ça, vous avez mis les données du CRAT? Non. Alors le CRAT, c'est uniquement celle-là. Le T1, T2, T3, c'est ce qu'on peut extraire des données de la littérature. Il y a beaucoup plus de données que ça. Les registres expect, etc. Il y a beaucoup plus de données chez ces femmes-là. Alors le registre expect pour l'omalizumab, j'en ai pas parlé ici. J'en ai pas parlé ici parce qu'on n'a pas forcément d'informations précises sur les trimestres d'exposition. Sur le trimestre d'exposition, en tout cas oxolaire, pour ces patientes-là. Et que les issues sont pas forcément toujours bien décrites non plus. Moi, je vais peut-être reprendre un commentaire que j'ai donné ce matin lors de la session sur cancer du poumon et traitement sur la pharmacovigilance. Rappeler effectivement que c'est une obligation pour nous de faire de la pharmacovigilance, premièrement. Deuxièmement, effectivement, que le taux de rapport de la pharmacovigilance est de l'ordre de 15% par rapport effectivement aux événements, qu'il faut mettre dans la boucle, à mon sens, vraiment les associations de malades et les malades qui déclarent eux-mêmes. Et quand vous travaillez sur une maladie spécifiquement, vous apercevez par exemple sur grossesse et cancer, qu'il y a beaucoup plus de grossesses qui sont débutées sous traitement oral des thérapies ciblées que l'on pense, qui sont rapportées dans la littérature et également en pharmacovigilance, donc c'est très important. Il y a aussi une base qui me paraît essentielle, c'est la base Vigibase, Vigimonde. Cette base a l'intérêt, c'est que les industriels peuvent déclarer, les médecins déclarent, mais aussi les malades déclarent, donc c'est pas une culture française, mais c'est une culture américaine, donc c'est essentiel, et qu'ils ont un dispositif effectivement de disproportionnalité qui fait que quand une molécule arrive sur le marché, on connaît le taux d'incident de grossesse sur tous les médicaments qui sont rapportés par cette pharmacovigilance, et dès qu'arrive un nouveau médicament, lorsqu'il y a ne serait-ce que 1, 2, 3 événements qui est tout à l'heure plus que ce qu'on pourrait s'attendre déjà avec tout ce qu'on connaît sur la toxicologie des médicaments
au niveau fœtal, eh bien, ça va apparaître. Mais l'inconvénient de cette base Vigimonde, c'est qu'on a très peu de verbatim sur le descriptif, c'est ce que vous me disiez. Et donc, c'est très important aussi de rentrer dans Vigifrance, parce que Vigifrance, il y a un travail exceptionnel des pharmacovigilants qui vont avoir vraiment un dossier extrêmement complet de la grossesse au cours d'un médicament. Et ça, c'est vraiment essentiel quand on discute en RCP d'une interruption de grossesse ou d'une poursuite de grossesse lors d'une situation de maladie grave ou instable. Et je vais rebondir aussi, l'idéal, c'est d'avoir vraiment un suivi prospectif de ces patientes. On sait toujours que quand il y a des signalements rétrospectifs, le plus souvent, on va nous déclarer des choses qui ne se sont pas bien passées. Et les données rétrospectives, on a toujours un peu de mal à les utiliser, même si elles peuvent constituer parfois des signaux. Donc vraiment, le Graal, c'est le suivi prospectif avec une prise de contact, soit avec le CRAT ou avec votre CRPV, lorsque votre patiente, elle débute une grossesse. Je trouve que votre idée PNDS, SNDS me paraît extrêmement fine. C'est-à-dire, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, le PMSI est rapporté et chaîné avec le SNDS. Pas de sujet pour déclarer une grossesse, à un moment donné, elle va être déclarée quand même, très clairement, au PMSI, et donc on pourra avoir le croisement entre le SNDS et la prescription des biothérapies et les grossesses. Donc c'est une activité qu'il faut que la sociétologie fasse dès demain, quoi. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était passionnant. Moi, j'avais une question, j'avais deux questions. La première sur celle que vous soulevez sur le fait de pouvoir suspendre la biothérapie au 3e trimestre. Je pense qu'on a un certain nombre dans la salle à suivre effectivement des femmes qui ont un asthme sévère. Et ça serait quelle que soit la biothérapie, ou est-ce que ça serait une reprise après? Alors, c'est si l'état de la patiente le permet, avec une reprise après l'accouchement. Si elle ne souhaite pas allaiter, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? J'ai un peu du mal. C'est vrai que quand je regarde, alors moi je suis pas pneumologue, mais quand je regarde les questions qu'on a au CRAT, enfin les patientes pour lesquelles on a suspendu en tout cas le traitement pour limiter l'imprégnation néonatale, elles ont toutes repris avant l'accouchement. Parce que les pneumos n'ont pas réussi à faire autrement. Si on peut, c'est toujours mieux parce qu'on va avoir un enfant qui va naître non imprégné. Si on peut le suspendre suffisamment tôt, on va considérer que c'est 5 demi-vies quand même pour que le médicament soit éliminé du plasma maternel. Donc vous faites 5 fois 26, 5 fois 16, ça fait quand même l'arrêter plusieurs semaines avant l'accouchement. Ouais. Sur le plan clinique, c'est peut-être un peu périlleux quand même pour ces patients qui ont un asthme sévère. Après, vous avez dit qu'il y a effectivement une accumulation d'anticorps quand même. Hein. Oui. Donc la 5 demi, je ne sais pas ce que ça vaut dans le liquide amniotique, quoi. Alors c'est Il y a plus d'anticorps dans le... Chez le nouveau-né à la naissance. Voilà. Et ce qu'on voit d'ailleurs, là je vous l'avais peut-être pas détaillé, mais pour les enfants qui ont été exposés in utero au benralizumab, sur les 6, il y en a 2 pour lesquels il n'y avait pas de polynucléaire neutrophile à la naissance. Et vous voyez qu'ils en ont retrouvé à 7 semaines de vie et 7 mois de vie. Le 7 mois de vie, c'est la patiente qui avait été traitée en deuxième partie de grossesse. Et la difficulté de la demi-vie quand même... je dirais pharmacologique de son dosage, oui. C'est que malheureusement, elle reflète très très mal la demi-vie tissulaire des anticorps. Hein. C'est bien montré, effectivement, c'est une captation très active avec les récepteurs FcRn, et donc ça, on ne sait pas très bien. Mais... C'est pas du tout une élimination linéaire, non, a priori. Oui. Et donc, du coup, ma deuxième question, c'était concernant l'allaitement. Oui. Je sais que vous ne l'avez pas traité pour des questions de temps, mais du coup, je pense c'est une question quand même qui se pose. Admettons qu'on soit dans le cas d'une patiente qui souhaite allaiter, qui est équilibrée avec sa biothérapie et qui a un désir d'allaitement. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors, si c'est une patiente qui a été traitée toute la grossesse, de toute façon, son enfant, il va être imprégné, plein pot à la naissance. Donc, on va dire que le peu qu'il pourrait être amené à recevoir via le lait, nous, ce qu'on va vous répondre au CRAT, en tout cas, c'est que ça va être envisageable qu'elle allaite. D'autant plus qu'on n'a pas forcément de données. Nous le must, en tout cas, pour raisonner sur allaitement médicament, c'est d'avoir des dosages plasmatiques chez les enfants. On en a extrêmement peu, quelle que soit la molécule. On n'a pas non plus de dosage dans le lait. À ma connaissance, je me souviens plus bien, mais pour ces 5 molécules-là, par contre, du fait de leur structure immunoglobuline, en théorie, ça serait des médicaments qui seraient détruits dans le tube digestif. Donc une exposition systémique, pas forcément attendue chez l'enfant. D'accord. Donc on ouvrirait. D'accord, donc un profil plutôt rassurant, on va dire. Plutôt rassurant, surtout pour les biothérapies de l'asthme, qui n'ont pas un profil d'effet indésirable non plus chez l'adulte traité. Très inquiétant, on n'est pas sur des immunosuppresseurs anti-CD20 par exemple. Quoi.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vas-y Camille. Première chose, pour répondre à la question de Jacques, il y a un PHRC qui est déposé pour regarder grossesse et biothérapie. Donc, De biothérapie de l'asthme. biothérapie de l'asthme et la santé de l'enfant après la naissance. Merci beaucoup pour votre topo parce que ça nous aide beaucoup à expliquer aux femmes, les aider dans leur décision, notamment le fait qu'il n'y ait pas de passage au premier trimestre, c'est plutôt rassurant parce que c'est vrai qu'on a tous les yeux sur les potentielles malformations. Donc on voit bien que c'est pas tellement la question finalement. Ma question est-ce qu'on pourrait imaginer que des enfants dont l'immunité finalement va être modifiée pendant les 2 trimestres, enfin les 2 derniers trimestres, éventuellement les premiers mois de vie pour ceux qui naîtraient sans éosinophile, est-ce qu'on peut imaginer potentiellement des effets secondaires qui apparaîtraient à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 6 ans, un peu comme la dépakine par exemple, où finalement c'est des troubles du développement qu'on diagnostique plus tard. Donc est-ce que vous pensez que ça peut être envisagé? Et dans ces cas-là, combien de temps on mettrait à se rendre compte d'un effet secondaire inattendu auquel on n'a pas pensé? Comment ça se passe dans ces cas-là pour détecter ce genre d'événement? C'est difficile de vous répondre. Combien de temps, je ne sais pas. Ça va dépendre de l'événement auquel on s'intéresse. Et la problématique aussi pour l'instant, c'est qu'on a quand même relativement peu d'exposition. C'est des médicaments qui sont, à l'échelle en tout cas du volume de grossesse annuelle, relativement peu prescrits quand même. Ce qui est important par contre, je vais rebondir sur le PHRC, c'est que ces enfants soient suivis dans le temps. Okay. Donc c'est sûr que c'est toujours mieux de ne pas être exposé in utero, mais parfois le bénéfice maternel du traitement, surtout dans ces situations d'asthme sévère, est au premier plan. Donc on ne peut pas faire autrement. Merci. Éric Parat de Tahiti, merci pour votre intervention. Je ne vous connaissais pas. Et j'ai eu cette problématique, malgré qu'on informe bien nos femmes sur les risques potentiels, mais ça arrive. Et donc, grâce à mes obstétriciens, on vous a saisi. Et je vous remercie parce que vous nous avez apporté beaucoup d'informations qui nous sont précieuses, parce que vous nous avez mis en collaboration pour la première fois. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand je vois vos chiffres, effectivement, je pense que vous manquez beaucoup de données. Et donc, je ne peux inciter que tout le monde à travailler de façon attentive à cette question, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est un réel problème. Nous, notre femme en question, elle était à 2 heures de Tahiti d'avion. On lui a arrêté le traitement, c'était au 4e mois. Et elle a un suivi commun par les obstétriciens et les pneumologues, et surtout l'enfant. On s'attachera à le suivre et à savoir ce qu'il va devenir, parce que ça me paraît une question essentielle. Donc, je ne sais pas si dans votre PHRC, vous en avez parlé, mais si cette question du devenir de l'enfant elle me paraît vraiment très importante, et le travail en collaboration, je m'adresse un peu... voilà, il faudrait peut-être faire quelque chose pour que tout le monde travaille main dans la main sur cette question qui me paraît éminemment importante. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a encore des questions? Chantal, vas-y. Oui, j'ai une question parce que du coup, concernant effectivement le risque d'absence de polynucléaire éosinophile chez les enfants, les futurs enfants à naître, parce que moi maintenant je travaille en milieu tropical en Guadeloupe, où il y a quand même un risque parasitaire qui n'est pas celui de l'Hexagone, je veux dire, avec vraiment des parasitoses qui sont endémiques. Et donc la question du coup que je me pose par rapport au rétro-planning du choix de la biothérapie en fonction du phénotypage chez des femmes qui sont susceptibles d'avoir une grossesse, et en fait effectivement le risque parasitaire potentiel chez ces enfants à naître qui vont bien sûr être quand même, qui vont avoir un risque d'exposition aux parasites qui est lié à l'environnement. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous avez éventuellement des données là-dessus, même expérimentales. Non, pas du tout. Même pour ces 2 enfants, tout ce qu'on a, en fait, c'est des dosages, c'est des NUM. Ouais. Et il n'y avait rien de signalé sur le plan clinique, par ailleurs. Et il y a trop peu de cas décrits, et pas très bien décrits en plus, pas très bien documentés. D'accord. Mais l'augmentation du risque, alors, il s'avère que j'ai fait petit topo pour la réunion au Vietnam récemment, l'augmentation du risque parasitaire ou infectieux avec les biothérapies est pas bien documentée quand même. Donc déjà, il faudrait qu'on le documente. Moi, je ne sais pas si vous avez des données. Alors, moi, j'ai vu un article
des collègues asiatiques qui avaient fait quelque chose sur les biothérapies et le risque aspergillaire, mais il n'y a pas et parasitaire, donc je pourrais te le faire passer si tu veux. Toutes les biothérapies ne donnent pas tout à fait le même risque quand même. Voilà. Je vous remercie. Je pense qu'on va clore cette session. Merci pour votre participation active. Et rendez-vous demain à 18h, salle 3.7 pour ceux qui veulent venir au groupe femmes